Bruxelles, avec Monsieur Didier Bény, qui est donc délégué RTE pour le Grand Ouest. Alors, il faut faire attention parce que le Grand Ouest chez RTE, ce n'est pas exactement les régions, même si elles sont en train d'être redécoupées à l'Assemblée et au Sénat. C'est donc la Bretagne, le Pays de Loire, le Poitou-Charentes et le centre. Vous avez, ça fait une bonne trentaine d'années, je pense, que vous êtes dans le domaine de l'énergie. Vous avez commencé notamment à EDF. Qui mieux que vous peut parler d'interconnexion ? Et pour vous, l'Europe, alors deux choses, la loi sur la transition énergétique, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose ? Ou est-ce que vous êtes, vous, déjà au-delà et que vous êtes déjà en train de travailler beaucoup plus largement au niveau européen grâce à l'initiative de l'Union européenne ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste RTE en quelques mots. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité qui est en charge l'équilibre entre l'offre et la demande. L'électricité ne stocke pas, donc à tout moment, il faut que la consommation soit égale à la production. Et c'est aussi lui qui est en charge, qui est garant de la sûreté du système électrique. Alors je vais plus vous parler d'électricité. Dominique Ramin rappelait tout à l'heure les trois objectifs, la réduction des gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la part des énergies renouvelables. Alors à 27% au niveau européen, la France est un peu plus ambitieuse avec un peu plus de 32% au niveau France. Alors pour RTE, cette transition énergétique, c'est de permettre, alors vu du niveau européen mais également vu de la loi française, on pourrait rajouter dans la loi française l'objectif de passer de 75 à 50% du nucléaire à l'horizon 2025. Alors ça se traduit par plusieurs choses. La première, RTE va accompagner cette évolution du mix énergétique et son corollaire, c'est qu'il va aussi accompagner le développement des ENR. Pour vous donner quelques chiffres, je vous en donnerai quelques-uns pour que vous puissiez mesurer. Premièrement, quand je parlerai de mégawatts, 1000 mégawatts, c'est la consommation d'une agglomération de 1 million d'habitants. Voilà, ça fait deux fois Rennes, quoi, on va dire, l'agglomération de Rennes. Pour pouvoir réussir cette transition énergétique avec les objectifs qui ont été fixés soit au niveau français, soit au niveau européen, premier élément, il va falloir doubler nos interconnexions. On a à peu près 14 000 mégawatts de capacité d'interconnexion, avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie. Il va falloir qu'on passe à 28 000. Et quand vous savez qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour réaliser une interconnexion, l'horizon 2025-2030, il faut qu'on s'y prépare tout de suite. Et Madame Thomas a rappelé les investissements, l'accompagnement des investissements publics. On sera accompagné aussi, alors pas que la France, tous les pays européens, parce que la France a actuellement 10 projets à l'étude d'interconnexion, en plus de celles qui existent déjà, et il y en a un peu plus d'une cinquantaine au niveau européen. Donc ça va nécessiter beaucoup de financement pour tous les opérateurs de réseau. Donc ça, c'est le premier point. Alors pourquoi il faut développer ces interconnexions ? Premièrement, pour assurer une solidarité entre les différents pays. Quand il fait beau en Allemagne et qu'il y a du vent en Allemagne, donc l'Allemagne est beaucoup plus développée en termes d'ENR qu'en France, et l'Allemagne exporte à peu près 3000 MW vers la France. Et dès que le soir tombe, donc plus de production photovoltaïque, et si le vent tombe également, c'est la France qui va exporter vers l'Allemagne avec son parc de production. Donc il est important pour pouvoir développer ces ENR et pour que le système puisse fonctionner, d'avoir ces interconnexions. Alors j'aurais pu prendre le même exemple avec l'Espagne qui a aussi un fort développement en termes d'ENR, et ce réseau permet cette solidarité, le fonctionnement du système dans les meilleures conditions. Quand on parle aussi de passer de 75 à 50% du nucléaire, il va bien falloir compenser cette production d'électricité par autre chose. Qu'est-ce que l'on peut faire actuellement ? On ne va pas développer les centrales au charbon ou au gaz, parce qu'en termes de rejet ou diminution des gaz à effet de serre, je ne suis pas sûr qu'on y arriverait. C'est les ENR. Les ENR, pour arriver à cet objectif, ça revient à multiplier par 5 ce qui existe actuellement sur l'éolien. On est un peu plus de 8000 MW, il faudra arriver à 40 000 MW à l'horizon 2025-2030. Et ça revient à multiplier par 5,5 ou 6 la production d'origine photovoltaïque. Donc vous voyez, c'est un programme ambitieux. Et le réseau de transport d'électricité doit tout faire pour pouvoir permettre l'atteinte de ces objectifs. Ce qui est important aussi, c'est que ce système puisse fonctionner. Pour avoir un marché fluide d'électricité, il faut mettre en place des mécanismes.
Alors il existe différents mécanismes de marché. Vous savez qu'il y a des bourses d'électricité, il y a des possibilités d'échange entre pays d'électricité, et on va mettre en place prochainement aussi un mécanisme de capacité qui permettra aussi de pouvoir jouer non plus cette fois-ci sur la production, mais sur la consommation. On va pouvoir jouer sur la forme et le niveau de puissance d'électricité qui est appelé. Et on a d'ailleurs testé en Bretagne, ça fait le deuxième, ça sera la troisième hiver, on va la tester, des dispositifs d'effacement de ces industriels. Alors comment ça se passe ? Les industriels, ils peuvent modifier leur process ou essayer de travailler sur leur stock. Et quand RTE fait appel, parce que au niveau du réseau, ça reviendrait plus cher d'appeler soit de la production ou pour limiter des risques de saturation du réseau, on fait appel aux effacements. C'est-à-dire qu'un industriel, je peux vous prendre un exemple, quelqu'un qui travaille dans une carrière, il a 2 lignes de concassage de pierre pour faire du ciment, il arrête une ligne, donc au lieu de faire 1 MW de conso, il en fait plus que 500 kW, il fait ça pendant 4 heures, et il est rémunéré par RTE parce qu'il s'est effacé, il a moins consommé sur le réseau. Donc aussi à la fois, je vous disais, des éléments sur la production, mais des éléments aussi sur la consommation, qui peuvent aussi rejoindre toutes les dispositions qui existent sur la réduction ou la maîtrise de demande d'énergie. Si maintenant je veux dire, essayer de se rapprocher un peu de la Bretagne, parce qu'on est quand même à Rennes, on a de la chance en Bretagne, pour ces énergies renouvelables, d'avoir une façade maritime. Je vous parlais de l'éolien, alors on pense souvent à l'éolien terrestre, parce qu'il n'existe que ça en France actuellement. Quand vous vous déplacez, vous les voyez sur le bord des routes. Pour pouvoir avoir du volume important, je vous dis, il faut multiplier par 5 ce qui existe actuellement. Bien sûr, il faudra continuer à développer l'éolien terrestre. On a pris un peu de retard, ça a l'air de redémarrer. Là, sur le premier semestre, on est revenu à un rythme intéressant. Je pense que les recours ont été levés et qu'on va reprendre un rythme qui permettra d'atteindre les objectifs que s'est fixé la France à l'horizon 2020. Mais très important, c'est les énergies marines. Et Dominique Ramard parlait tout à l'heure du rôle des territoires. On a un parc en Bretagne, à Saint-Brieuc. C'est une concertation, c'est à voir avec les acteurs comment faire pour pouvoir... et on a démarré en 2011-2012, le parc sera mis en service en 2018-2019. Vous voyez, donc on s'y est pris 7-8 ans à l'avance. Et c'est pas tout, parce qu'on parlait aussi de croissance verte, on a parlé de croissance économique. La volonté aussi dans la transition énergétique, c'est de développer des filières françaises. Et donc derrière, l'État va lancer une concertation pour essayer de trouver des sites. Actuellement, on a 6 sites en France qui peuvent accueillir des parcs éoliens. Il y en a 3 en Normandie, il y en a 1 en Bretagne et 2 en Pays de la Loire. C'est pas suffisant. Ces 6 sites, ça représente à peine, c'est déjà beaucoup, 3000 MW. Par rapport aux 40 000 qu'il faut faire, c'est un petit bout. Donc l'État va aussi demander aux acteurs locaux de trouver de nouveaux espaces propices, des zones propices pour accueillir cet éolien. Et le travail de RTE, ça va être d'accompagner, de regarder le potentiel de raccordement, parce qu'il ne suffit pas de dire un parc en mer, et qu'est-ce qui se passe ? Il faut un câble, il faut ramener ça sur le réseau, il faut transporter cette électricité. Donc c'est très important, et cette concertation va commencer prochainement, parce que Mme Thomas disait il y a urgence. Oui, si on veut atteindre ces objectifs à l'horizon 2025-2030, c'est tout de suite qu'il faut commencer. Et en s'y mettant tout de suite et avec des moyens importants, l'objectif est ambitieux. Pour aussi bien, on parlait d'investissement tout à l'heure et on aligne des milliards d'euros. C'est vrai qu'un milliard d'euros, ça ne vous représente pas grand-chose. Mais un parc éolien comme Saint-Brieuc, c'est 2 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est des investissements importants. C'est aussi intéressant parce que, je suis aussi sur la région Pays de la Loire. C'est des usines qui sortent de terre. À Saint-Nazaire, il y a 2 usines Alstom. Sur le Havre, il y a des usines Areva qui sortent. Donc on sent, l'ensemble qui accompagne cette transition énergétique. Et ce qui est important aussi, il y a un autre volet qui peut aussi avoir un lien avec la croissance, c'est tout ce qui est le développement de l'innovation, des technologies. Avec ces nouvelles énergies marines renouvelables, il faut faire preuve d'innovation. On évoquait tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle, la génération suivante des éoliennes, ça sera des éoliennes flottantes. Là, on est sur des éoliennes posées au sol. La prochaine génération, ça sera des éoliennes flottantes. Les éoliennes flottantes, il faut développer des stations en mer, ça n'existe pas. Il y en a en Allemagne, ils ont quelques difficultés techniques, il va falloir aussi qu'on monte en compétences. Il faut développer des câbles sous-marins, il faut développer des stations de conversion si on est à courant continu. Il y a plein de technologies et plein de possibilités aussi
pour les labos, pour les écoles, pour les industriels, d'accompagner cette transition énergétique. Et je voudrais terminer par un point qui me paraît important, Dominique Ramard le rappelait tout à l'heure, il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est un peu compliqué, alors je parle d'électricité encore une fois, il n'y a qu'à Faucon, on arrête une centrale, on en met une autre, on met un câble, on fait comme ci, on fait comme ça. C'est un petit peu plus compliqué, donc faire beaucoup de pédagogie. Et dans le cadre de la conférence bretonne de l'énergie, qui maintenant fonctionne depuis 4 ans, on s'efforce à l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations, que ce soit les élus, que ce soit les industriels, d'expliquer comment tout ça fonctionne, quelles sont les décisions qui sont à prendre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc, toutes ces démarches que l'on peut lancer sont importantes pour réussir cette transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Benny. Vous avez mentionné la pédagogie, c'est grâce à vous aussi, on en fait ce soir, dans cet amphithéâtre qui se remplit encore. Deuxième élément, vous avez montré, et c'est Madame Thomas qui l'avait mentionné, et Monsieur Ramard, c'est de voir la transition énergétique comme une potentialité économique et de voir donc comment on peut utiliser ce qui est une contrainte en quelque sorte, parce qu'il faut économiser l'énergie, mais comment on peut l'utiliser, cette contrainte, de façon en termes de croissance économique. Et c'est là où très souvent les opérateurs privés ont un rôle important, et je remercie donc que ce soit RTE, Total ou GRT Gaz de participer à